Imaginez un monde où la fleur de lys flotte toujours sur les rives du Saint-Laurent. Un monde où le Canada est resté français et où la Nouvelle-France barre la route aux ambitions britanniques. Nous sommes en 1763, la guerre de 7 ans vient de prendre fin. Au lieu de céder ses quelques arpents de neige, la France sacrifie les îles à sucre des Antilles. Ce simple choix va transfigurer le destin de l'humanité. Oubliez la prise de la Bastille et l'épopée napoléonienne. Imaginez une Amérique divisée entre plusieurs puissances rivales, surveillée par une Prusse du Nord, martiale et royale. Ici, les nations Sioux et Iroquoises, alliées à la France, sont les sentinelles des frontières du royaume aux fleurs de lys. Bienvenue sur l'échiquier de Chronos, voyageurs, là où il suffit de déplacer une seule pièce pour que l'histoire du monde s'écrive autrement. Vous croyez connaître l'histoire. La France, défaite lors de la guerre de 7 ans, la perte du Canada, les 13 colonies qui obtiennent leur indépendance et s'étendent inexorablement vers l'ouest, puis montent en puissance jusqu'à devenir la première puissance mondiale. Gravé dans le marbre, immuable. Mais moi, Chronos, maître du temps, j'explore les lignes temporelles alternatives. Sur mon échiquier, le destin du monde ne tient qu'à peu de choses, et quelque chose d'aussi banal qu'un choix différent lors de la signature d'un traité peut modifier le destin d'empires entiers. Car oui, je vous le demande, que serait donc devenu le monde si le Canada était resté français ? Avant de plonger dans notre histoire alternative, établissons clairement notre ligne temporelle originelle. L'Amérique du Nord, au milieu du XVIIIe siècle, ne ressemble en rien au bloc anglophone que nous connaissons. À cette époque, la Nouvelle-France est un géant. C'est un immense croissant bleu qui s'étire des glaces du Labrador jusqu'aux eaux tièdes du golfe du Mexique. Les Français contrôlent le Saint-Laurent, les Grands Lacs et l'immense bassin du Mississippi. Les 13 colonies anglaises, elles, sont littéralement étouffées, coincées entre la chaîne des Appalaches et l'océan Atlantique. Mais ce géant est fragile. Face aux 2 millions de colons britanniques, on ne compte que 70 000 Français au milieu du XVIIIe siècle. C'est dans ce contexte de tension extrême que va éclater ce que certains présentent comme la première véritable guerre mondiale. La guerre de 7 ans ne commence pas en Europe, mais dans les forêts de l'Ohio. Entre 1754 et 1760, le conflit s'intensifie et la France voit ses forteresses américaines tomber les unes après les autres. Malgré une résistance héroïque et une connaissance parfaite du terrain, les troupes françaises et leurs alliés autochtones sont submergés par la puissance navale et financière de Londres. L'année 1759 marque le tournant tragique de cette épopée. Sous les murs de Québec, sur les plaines d'Abraham, les armées de Wolfe et de Montcalm s'affrontent. Après un combat acharné et une résistance héroïque, le destin bascule. La chute de Québec sonne le glas de l'espoir militaire français en Amérique du Nord. 1 an plus tard, Montréal capitule. Le lys français se fane sur les rives du Saint-Laurent. Lors du traité de Paris en 1763, la France vaincue négocie pour récupérer une partie de ses possessions. Un choix cornélien se pose au gouvernement de Louis XV. Faut-il récupérer le Canada ou sauver les îles à sucre ? À l'époque, l'économie prime sur la géopolitique à long terme. La Guadeloupe et la Martinique produisent des fortunes grâce au sucre, tandis que le Canada est perçu par beaucoup à Versailles, dont Voltaire, comme de simples arpents de neige. C'est ici que le fil de l'histoire se déchire. En 1763, lors des négociations de paix, le gouvernement britannique fait un choix qui va sidérer ses propres colonies. Dans notre réalité, les puissants planteurs de la Jamaïque avaient fait pression pour que Londres rende les îles à sucre à la France, craignant que l'arrivée du sucre français moins cher ne détruise leur monopole.
Mais dans ce monde uchronique, Londres ignore ces pressions. Avide de revenus fiscaux immédiats pour éponger les dettes de la guerre, la couronne britannique décide de conserver la Guadeloupe et la Martinique, véritable machine à cash de l'époque. En contrepartie, elle laisse à la France une partie de son empire continental. Un simple calcul comptable à court terme vient de sauver l'Amérique française. La carte qui sort des traités de 1763 est un chef-d'œuvre de frustration pour les anglophones américains. La France conserve la partie la plus peuplée de la Nouvelle-France, tenant d'une main ferme la vallée du Saint-Laurent, les Grands Lacs, et fixant sa frontière sud sur la rivière Ohio. La Louisiane est partagée entre l'Angleterre et l'Espagne, comme dans notre réalité. La partie située à l'est du Mississippi revient aux Anglais, et la partie à l'ouest est cédée aux Espagnols. Les 13 colonies de la Nouvelle-Angleterre peuvent donc commencer leur expansion vers l'ouest et vers le sud, puisqu'ils détiennent désormais aussi la Floride. Si les colonies peuvent techniquement s'étendre jusqu'au Mississippi, la présence française massive au nord et les garnisons espagnoles à l'ouest ferment tout horizon de conquête. Pour les 13 colonies anglaises, le traité est une victoire amère. Officiellement, Londres leur a ouvert les portes de l'Ouest. Les colons peuvent désormais franchir la chaîne des Appalaches pour s'installer jusqu'aux rives du Mississippi. Mais cette expansion est une illusion. Au nord, la Nouvelle-France demeure un bloc inébranlable. À l'ouest, au-delà du fleuve, c'est l'Empire espagnol qui monte la garde. Les colons britanniques se retrouvent littéralement enclavés. Surtout, ils vivent dans la hantise permanente des raids franco-indiens. Dans notre réalité, les Américains se plaignaient de payer des taxes sans avoir de représentation au Parlement anglais. Ici, ils demandent avant tout de la protection. La menace française, pesante, incite les colons américains à rester loyaux à Londres, par pure nécessité sécuritaire. Ils ont besoin des tuniques rouges pour dormir tranquilles. Résultat, la mèche de la Révolution américaine ne s'allume pas. L'indépendance est retardée et les 13 colonies demeurent, pour l'instant, de dociles provinces de la couronne, même si le ton commence à monter de plus en plus le long de la côte atlantique, là où les colons sont le moins concernés par la menace française. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, la France fait face à un défi immense. Comment tenir cette ligne de front qui s'étire sur des milliers de kilomètres ? La réponse est radicale. Versailles transforme la vallée de l'Ohio en une zone hautement militarisée. On n'y envoie plus seulement des jésuites ou des marchands de fourrure, mais des ingénieurs et des régiments d'élite. La collaboration avec les nations autochtones est poussée à son paroxysme, créant un réseau de défense hybride unique au monde. Cette militarisation à outrance bouleverse la structure même de la colonie. La Nouvelle-France cesse d'être une simple colonie de peuplement pour devenir une véritable société de garnison. Dans les rues de Québec ou de Montréal, le prestige des officiers est absolu. La culture canadienne s'en trouve transformée, adoptant des traits beaucoup plus martiaux et disciplinés que dans notre ligne temporelle. Les voyageurs européens de l'époque commencent à surnommer ce territoire la Prusse d'Amérique du Nord. Une société où l'ordre, le grade et le service du roi priment sur tout le reste. Mais le véritable séisme se produit en Europe. Dans notre histoire, le soutien financier massif à la Révolution américaine a creusé un gouffre budgétaire qui a englouti la monarchie française en 1789. Ici, ce gouffre n'existe pas. Louis XVI, débarrassé de cette dette écrasante, dispose enfin de la marge de manœuvre nécessaire pour agir. Le roi s'affirme comme un grand réformateur. Il impose des réformes fiscales historiques. Pour la première fois, la noblesse est contrainte de payer l'impôt. L'économie est libéralisée et la France entre de plain-pied dans une ère de prospérité. Lorsque les terribles disettes des années 1780 frappent le pays, le trésor royal est assez solide pour acheter massivement du blé à l'étranger, étouffant ainsi les germes de la révolte par le ventre. La Révolution française n'a pas lieu. Certes, la bourgeoisie gronde, elle a soif de pouvoir et provoque des révoltes locales,
mais celles-ci sont systématiquement écrasées par une armée restée fidèle au trône. Habilement, Louis XVI ne se contente pas de réprimer. Il intègre progressivement cette bourgeoisie ambitieuse au sein de l'administration royale, stabilisant le régime pour les décennies à venir. Enfin, cette stabilité permet à la France de porter son regard au-delà des mers, vers l'Inde, où elle a pu conserver 2 comptoirs. Sans les troubles de la Révolution, la Compagnie des Indes françaises ne périclite pas. Au contraire, elle développe ses réseaux commerciaux et militaires avec une vigueur renouvelée. Elle rivalise avec la puissance montante de la Compagnie anglaise des Indes orientales. Le port de Pondichéry devient le poumon d'un empire commercial qui tente de faire jeu égal avec celui des Anglais, sans toutefois jamais y parvenir vraiment. En 1802, alors que s'achève ce demi-siècle de paix armée, la France des Bourbons est au sommet de sa puissance. Elle tient le Canada d'une main de fer, domine l'Europe par ses réformes et maintient une présence commerciale importante en Asie. Mais à Boston, la colère des colons anglais, si longtemps contenue par la peur, commence enfin à déborder. L'équilibre des empires touche à sa fin. Tout commence en 1802. Après 40 ans de silence forcé par la peur du lys français, les 13 colonies anglaises finissent par exploser. C'est la première révolution américaine. Le moment semble idéal. En France, le vieux roi Louis XVI s'éteint de maladie peu après le début de l'insurrection. Le trône revient à son fils, Louis XVII, un jeune homme de seulement 17 ans. Mais là où les insurgés espéraient un soutien massif de Versailles, ils ne rencontrent que le silence. Louis XVII est confronté à de graves troubles sociaux internes et aux revendications d'une bourgeoisie qui profite de la jeunesse du monarque pour multiplier les révoltes locales. Le roi choisit la neutralité pour sauver sa propre couronne. Sans l'aide navale et militaire française, les colons américains sont condamnés. Au bout de 4 ans d'un conflit brutal, c'est une Angleterre épuisée qui finit par venir à bout de la révolte. La rébellion est matée, mais le ressentiment contre Londres devient une plaie béante qui ne demande qu'à s'envenimer. Pendant que l'Amérique saigne, l'Europe centrale se déchire. Les partages successifs de la Pologne en 1772 et 1792 ont nourri les ambitions de la Prusse et de l'Autriche, menant au déclenchement d'une grande guerre en 1799. Plusieurs conflits successifs vont s'enchaîner pendant 10 longues années. C'est au cours de ces campagnes qu'un certain officier d'artillerie, Napoléon Bonaparte, s'illustre par son génie tactique au service de la couronne française. En 1809, la Prusse tente de s'emparer du Hanovre, propriété personnelle du roi d'Angleterre. Londres intervient massivement avec l'aide de l'Autriche et des Provinces-Unies. En difficulté, la Prusse fait appel à la France, qui en profite pour réaliser un vieux rêve, s'emparer des Pays-Bas autrichiens. Le Hanovre est sauvé, mais la Prusse s'étend encore aux dépens de l'Autriche. Au bout de cette décennie de fer, en 1809, le verdict tombe. Le vieux Saint-Empire romain germanique éclate définitivement. Sur ses décombres s'élève un puissant royaume de Prusse au nord et un empire d'Autriche affaibli au sud. La paix qui suit est un compromis instable, une sorte de traité de Westphalie bis. Il consacre l'existence d'une myriade de petits États au cœur de l'Allemagne, oscillant entre les influences françaises, prussiennes, autrichiennes ou anglaises. La Prusse s'impose comme la première puissance militaire terrestre du centre de l'Europe, bien qu'elle ne parvienne pas à unifier l'Allemagne. L'Angleterre, affaiblie par ses guerres contre la Prusse et toujours hantée par les révoltes chroniques en Amérique, n'a pas d'autre choix que d'accepter, pour un temps, la présence française dans les Flandres. Cette montée en puissance de la Prusse en Allemagne centrale a une conséquence inattendue. Elle provoque l'exode des catholiques allemands qui craignent l'hégémonie de la Prusse protestante. Ils choisissent de s'installer dans le seul empire catholique stable offrant des terres, la Nouvelle-France. Le même phénomène touche les Irlandais, fuyant la domination britannique et la famine. Ainsi,
le Canada français n'est plus un nain démographique. En plus de l'arrivée des catholiques allemands et irlandais, il se peuple de paysans cadets de familles françaises, à qui l'on attribue des terres, mais aussi d'une petite noblesse qui quitte la métropole pour échapper aux nouveaux impôts réformateurs de Louis XVII. La Prusse d'Amérique devient un creuset robuste et loyaliste. Alors que les frontières américaines se stabilisent sous l'œil vigilant de Québec, Louis XVII tourne son regard vers le sud, vers cette Méditerranée que les pirates barbaresques transforment en zone de non-droit. Mais pour cette aventure, la France ne fait pas cavalier seule. En 1815, au palais des Tuileries, le pacte de famille est solennellement renouvelé. Louis XVII et son cousin le roi d'Espagne scellent une alliance, la Sainte Alliance méditerranéenne. C'est une armada combinée qui quitte les ports de Toulon et de Carthagène. En quelques mois, la piraterie est éradiquée. L'Algérie française commence à naître, mais elle est flanquée de zones d'influence espagnoles sécurisées. En 1823, le port de Boston s'embrase à nouveau, marquant le début de la seconde révolution américaine. 20 ans après l'échec de la première tentative d'indépendance, la soif de liberté des colons anglais ne s'est pas éteinte. Mais cette fois, le contexte géopolitique a radicalement changé. Contrairement à la prudence dont il avait fait preuve lors de son avènement, Louis XVII décide d'engager le fer contre la couronne britannique. La marine royale française fait son apparition au large des côtes américaines. Elle ne vient pas seule. Elle transporte les régiments d'élite de la Nouvelle-France, cette fameuse société de garnison, où le prestige militaire est la norme sociale depuis des décennies. Aux côtés des soldats français, les troupes franco-indiennes issues des marches autochtones déferlent sur les positions anglaises. L'Angleterre, prise en étau entre les insurgés au sud et l'armée franco-indienne au nord, résiste pendant 2 ans, mais finit par subir plusieurs défaites cuisantes. Le traité de paix qui en découle redessine la carte du continent au profit de Versailles. La France récupère officiellement le contrôle de l'Acadie et du Nouveau-Brunswick, effaçant ainsi les humiliations passées. Pour les Acadiens, c'est la fin de 60 ans d'occupation britannique et le retour définitif sous l'autorité du roi de France. Dans le même temps, les insurgés du Nord, regroupés sous la bannière de l'Union américaine, annexent la Nouvelle-Écosse, consolidant leur emprise sur la côte atlantique septentrionale. Cependant, la victoire des colons n'aboutit pas à la naissance d'une nation unique. Sous l'influence directe de la diplomatie française, les anciennes colonies britanniques se séparent en 2 entités distinctes. Au nord, l'Union américaine, centralisée autour de sa capitale, Boston, se dessine comme un pôle industriel et commercial. Au sud, la Confédération, agraire et conservatrice, établit sa capitale à Richmond. Cette scission n'est pas un accident de l'histoire, mais le fruit d'une manœuvre calculée de Louis XVII. Le cabinet de Versailles comprend parfaitement qu'une Amérique unie, forte de ses ressources et de son dynamisme, deviendrait rapidement une menace pour la pérennité de la Nouvelle-France. En favorisant activement la création de 2 républiques rivales, la France instaure un équilibre des puissances qui garantit sa propre sécurité. L'Union et la Confédération, occupées par leurs propres tensions frontalières et idéologiques, deviennent des puissances secondaires dépendantes de l'arbitrage français. Pendant que le continent nord-américain se stabilise, la plus grande colonie française des Caraïbes, Saint-Domingue, traverse une crise profonde. En 1830, l'esclavage est officiellement aboli dans les colonies françaises. Cependant, cette décision ne suffit pas à calmer les tensions sociales accumulées à Saint-Domingue pendant des décennies. Après une période de révolte sporadique, une insurrection générale embrase l'île en 1843. Face à un conflit d'une brutalité extrême, Louis XVII et son état-major jugent qu'un rétablissement de l'ordre exigerait des forces disproportionnées. La monarchie française, qui peut désormais compter sur les betteraves du Nord pour sa production sucrière, prend alors la décision historique de renoncer à la colonie. L'indépendance d'Haïti est proclamée. Cet événement déclenche un exode massif des colons blancs de l'île qui fuient le génocide.
Ces derniers, s'estimant trahis par la France, emportent leurs capitaux et leurs ressentiments et s'installent dans la Confédération sudiste avec qui ils partagent les structures sociales agraires. Le nouvel État haïtien, privé de cadres et de structures économiques stables, sombre rapidement dans l'instabilité politique. Les élites locales, qui s'emparent du pouvoir, maintiennent le travail forcé sous d'autres formes, perpétuant le système hérité de la période coloniale. Pour la France, Haïti devient le symbole d'un État failli, dont elle préfère se détourner pour se concentrer sur son expansion continentale vers l'ouest et sa nouvelle conquête algérienne. L'effondrement de la puissance espagnole au XIXe siècle redessine les équilibres du continent américain. Bien que l'absence d'occupation française en Espagne ralentisse légèrement son déclin par rapport à d'autres réalités, l'Empire de Madrid finit par s'effriter. Les colonies ibériques accèdent à l'indépendance, donnant naissance à un Mexique aux dimensions colossales. Ce nouvel État exerce alors sa souveraineté sur l'intégralité des territoires situés à l'ouest du Mississippi. Cette hégémonie territoriale place le Mexique sur une trajectoire de collision inévitable avec les deux autres puissances montantes de la région, la France et la jeune Confédération du Sud. Entre 1840 et 1845, une alliance de circonstances se noue entre le Royaume de France et la Confédération sudiste. L'objectif est clair, briser les ambitions d'un Mexique affaibli et s'emparer des terres situées entre le Mississippi et les montagnes Rocheuses. Le dispositif militaire déployé est massif et coordonné. Les forces françaises lancent leur offensive depuis la rivière Ohio. Cette progression terrestre est appuyée par la puissance de la marine royale française qui opère des blocus et des débarquements stratégiques dans le golfe du Mexique. Simultanément, la Confédération sudiste déclenche l'invasion vers le Texas, harcelant les positions mexicaines sur un second front. L'issue du conflit consacre l'effondrement mexicain, une expansion sans précédent pour les Alliés. La France s'empare des vastes hautes plaines, tandis que la Confédération annexe la base Louisiane, le sud-ouest, incluant le Texas. À l'issue de ces 5 années de guerre, la frontière est définitivement repoussée. Le Rio Grande au sud marque la limite des possessions sudistes, tandis que la barrière naturelle des Rocheuses à l'ouest devient la nouvelle ligne de démarcation de l'influence française. La lune de miel entre Versailles et Richemont est cependant de courte durée. En 1860, l'expansionnisme agressif de la Confédération commence à inquiéter sérieusement le cabinet français. Une hégémonie sudiste sur le continent représenterait une menace directe pour la sécurité de la Nouvelle-France. Pour contrer cette montée en puissance, la France opère un virage diplomatique radical et apporte son soutien à l'Union américaine, le Nord, dans ce qui sera qualifié de conflit d'équilibre. Cette courte guerre ne vise pas à l'annexion de nouveaux territoires pour la France, mais la stabilisation géopolitique du continent. Le résultat de cette intervention est la création d'un véritable État tampon. Sous impulsion française, l'Union annexe les territoires du Missouri et du Kansas. Ce corridor stratégique crée une barrière physique et politique infranchissable entre les terres de la Nouvelle-France au nord et le système esclavagiste de la Confédération au sud. Ce conflit en 1860 permet de figer la carte de l'Amérique du Nord. La limite méridionale du Canada français est officiellement établie au niveau des Sand Hills dans le Nebraska. Ce tracé définitif sépare les zones de peuplement français des plaines centrales désormais sous l'influence du Nord. Pour sécuriser cette frontière immense et sauvage, la France ne mise pas uniquement sur des garnisons régulières. Elle institutionnalise le système des marches autochtones. En s'appuyant sur ses alliés historiques, notamment les nations Sioux et Iroquoises, Versailles confie à ses peuples la garde avancée de ses limites territoriales. Ce dispositif, hérité de la tradition militaire européenne des zones frontalières, permet à la France de maintenir une paix durable en déléguant une partie de la surveillance à des forces locales aguerries et loyales à la couronne. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, la France est parvenue à transformer une menace mexicaine en une expansion vers les Rocheuses, tout en contenant son ancien allié sudiste par la création d'une zone tampon. Le continent est désormais stabilisé autour de 3 puissances rivales, garantissant ainsi
par la division de ses voisins, la pérennité du rêve français en Amérique. L'année 1860 marque l'apogée d'une ère que les diplomates nomment la Pax Gallica. La France de Louis XVII puis de ses successeurs Henri V, Charles X et Charles XI domine le globe par sa diplomatie, son industrie et son immense empire colonial. Cependant, sous le vernis de cette hégémonie bourbonienne, des craquements se font entendre. De l'Amérique du Nord aux plaines d'Europe centrale, l'ordre établi commence à vaciller sous la pression de forces nouvelles. En Nouvelle-France, une mutation profonde s'opère au sein de la société. À Québec et à Montréal, une élite locale, née et élevée sur le sol américain, ne se reconnaît plus dans les directives lointaines de Versailles. Ces hommes, héritiers de cette société de garnison martiale, se définissent désormais comme Canadiens, avant de se considérer comme sujets du roi. Le prestige militaire de la Prusse d'Amérique a forgé une fierté nationale qui supporte difficilement la tutelle d'une administration métropolitaine jugée trop rigide. Les revendications pour une autonomie législative deviennent bruyantes, portées par une bourgeoisie locale qui veut chasser définitivement l'influence anglaise résiduelle du continent. Pour éviter une rupture brutale, Versailles propose un compromis audacieux. En 1870, la Nouvelle-France obtient le statut de royaume associé. Un prince de la maison de Bourbon est envoyé sur place pour exercer un pouvoir vice-royal, créant ainsi une structure politique inédite, un Commonwealth à la française avant l'heure. Ce geste calme temporairement les ardeurs indépendantistes, mais il consacre la naissance d'une nouvelle puissance politique autonome sur le continent américain. En Europe, la France maintient son hégémonie en empêchant l'émergence de toute puissance concurrente. L'Allemagne reste morcelée en une mosaïque d'États dont l'équilibre repose sur des compromis instables hérités d'un traité de Westphalie bis. Si la Prusse s'est imposée comme une puissance militaire terrestre redoutable au centre de l'Europe, elle reste bridée dans ses velléités d'unification par l'influence française, qui protège les petits États du sud et de l'ouest de l'Allemagne. La situation est identique en Italie. Fidèle à son rôle de fille aînée de l'Église, la monarchie française garantit militairement la sécurité du pape et l'intégrité des États pontificaux. Cette protection empêche toute unification italienne. La péninsule demeure un assemblage de royaumes et de duchés sous influence française ou autrichienne. Le Piémont-Sardaigne, frustré dans ses ambitions de risorgimento, commence à regarder avec amertume vers Londres ou Berlin. Pour Versailles, une Italie et une Allemagne divisées sont la garantie d'une France intouchable. Si la France parvient à maintenir ce gel géopolitique, c'est grâce à sa puissance industrielle. Contrairement à notre réalité, la science française n'a pas été brisée par la terreur révolutionnaire. Des génies comme Lavoisier, Condorcet, Malesherbes ou Bailly ont poursuivi leurs travaux sous protection royale, permettant à la France de devenir le leader mondial de l'industrie. Les ingénieurs français optimisent les machines à vapeur, créant une véritable révolution thermique. Cette avance repose sur un coup de maître stratégique. L'annexion des Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire la Belgique actuelle, en 1804, qui a fourni à la France les immenses gisements de charbon nécessaires à son essor. Là où l'Angleterre fondait historiquement sa domination sur son accès facile à la houille, elle se voit surpassée par une France qui maîtrise la chaîne complète de la vapeur. Cette supériorité thermique permet à la marine royale de rivaliser avec les Anglais sur les océans. Pendant que la France se consacre à la gestion de la Nouvelle-France et de ses lucratifs réseaux commerciaux en Inde, elle délaisse une grande partie du globe. Hormis l'Algérie, devenue une extension du territoire national, l'Afrique est largement ignorée par Versailles. Ce désintérêt laisse le champ libre à l'Angleterre et à la Prusse, qui deviennent les deux géants coloniaux du continent africain. En Orient, le déclin de l'Empire ottoman embrase les Balkans. La Russie et l'Autriche s'y affrontent pour le contrôle des détroits. Malgré l'intervention anglaise pour protéger Constantinople, les Russes progressent inexorablement aux dépens des Autrichiens et des Ottomans. Les Russes ont pour ambition de rassembler tous les orthodoxes dans leur giron. L'Europe de l'Est devient une poudrière où les ambitions territoriales se télescopent avec les intérêts des grandes puissances.
Vers la fin des années 1880, l'hégémonie française est contestée par un bloc des challengers. L'Angleterre ne peut plus accepter la présence française dans les Flandres et ses comptoirs en Inde qui brisent son monopole économique. Elle signe un traité d'alliance avec la Prusse qui a besoin de briser la tutelle française pour unifier l'Allemagne, au Piémont-Sardaigne et à l'Union américaine, le Nord, qui se sent étouffée par la présence française. Face à eux, le bloc de l'ordre se structure autour de la France et de la Russie, alliés pour prendre des puissances centrales en tenaille. La Confédération du Sud, initialement attentiste, rejoint la France dont elle est dépendante pour contrer la puissance industrielle du Nord. La tension finit par se cristalliser en Amérique du Nord. En 1899, un affrontement frontalier mineur éclate entre les ministres du Royaume associé du Canada et les forces britanniques résiduelles. L'assassinat du gouverneur anglais dans ces circonstances troubles met le feu aux poudres. Le système des alliances se met en branle, pulvérisant la Pax Gallica et plongeant le monde dans une première guerre mondiale totale. Ce conflit, plus dévastateur que n'importe quelle guerre passée, s'apprête à ensanglanter l'Europe et l'Amérique. Des plaines du Nebraska aux Bouches du Rhin, le destin du monde vacille. Le lys parviendra-t-il à sortir vainqueur de ce chaos mondial, ou l'ordre français s'éteindra-t-il définitivement dans le fracas des canons ? N'oubliez jamais, voyageurs, ce n'était qu'une pièce déplacée sur l'échiquier. Le monde n'a pas besoin de grands bouleversements pour changer drastiquement. Un seul geste suffit. Alors je vous pose la question. Quelle pièce auriez-vous déplacée ? Que serait-il advenu si les colons anglais s'étaient révoltés plus tôt, si les anciennes colonies étaient restées unies, si la France n'avait pas conquis les Flandres, si la Prusse avait unifié l'Allemagne ? Chaque case de l'échiquier contient une possibilité. Chaque pièce déplacée ouvre un avenir différent. Moi, Chronos, je veille sur ces mondes possibles. Mais c'est à vous d'imaginer les prochains coups, car la partie ne s'arrête jamais.